Donc, bonjour à tous, je suis Olivier Lignol. Alors, oui. Et donc, je suis président de plein de trucs. Et donc, je suis président du club Ibios. Et donc, je vous remercie d'être venu à notre atelier. Je vous présente Jean-Olive et Valentin Lacasse, qui vont être les intervenants ce jour et qui vont pouvoir se présenter, Jean étant notre vice-président. Le thème du jour, comme vous le savez, hein, ça sera la méthode de construction des chemins d'attaque à partir de la matrice Attrac-Mitre. Je ne vais pas vous imposer quelque chose de trop long entre ce qui me concerne. Et oui, diapo. Merci, Jean. Exactement. Donc, dans le club Bibios, ce qui est super, c'est que j'ai un vice-président extrêmement compétent qui fait beaucoup de choses. Et je t'en remercie, Jean. Alors, très rapidement, les missions du club Bibios. Le club Bibios est un club historique, loi de 1901, qui a parmi ses membres aussi bien des personnes morales que des experts individuels, aussi bien dans le monde de l'administration que dans le monde du secteur privé. Et donc on est vraiment sur un périmètre extrêmement large de représentativité dans le domaine de l'analyse de risque. On est très fortement associé à la NSSI puisque la méthode IBIOS est produite par l'ANSSI et le club IBIOS a pour charge de rassembler l'ensemble de la communauté qui est autour, qu'elle soit d'ailleurs membre ou pas membre, autour de la méthode IBIOS. Et d'ailleurs, la INSSI fait partie du conseil d'administration et donc a un siège au conseil d'administration. On a aussi toute la partie gestion du référentiel méthodologique autour de la méthode de risque. Et donc, on maintient ce référentiel, on le fait évoluer, on l'internationalise. Toutes les positions de domaine dans la gestion de risque qu'on fait là autour de la conférence d'aujourd'hui, nos membres nous font part de leurs réflexions, font des travaux, et donc on en restitue régulièrement un certain nombre, soit au sein du club, soit au travers d'événements comme celui-là ou d'autres. Et puis, on veut aussi, et c'est une demande forte de la part de l'ANSSI, pousser pour que nos approches en termes de formation puissent essaimer partout, qu'on ait de plus en plus de formateurs et que tout ceci reste bien conforme aux objectifs de la méthode. Alors, pour mémoire, hein, la méthode, elle a maintenant un certain âge et donc elle est mature, mais elle est aussi très utilisée, y compris dans des environnements réglementaires de type loi de programmation militaire, de type Nice. Et donc, quand vous voulez faire une commission d'homologation, ça peut être un outil très utile pour pouvoir objectiver l'évaluation des risques. Voilà, et donc on organise un certain nombre de groupes de travail, on a des réunions courantes, des manifestations qu'on monte pour pouvoir faire les échanges et pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur sur l'ensemble de la communauté. Et puis on est sur une approche dans laquelle on veut rayonner aussi bien au niveau national qu'international, y compris sur un certain nombre de normes, par exemple au niveau des normes INESO 27005, et puis évidemment pousser des publications, soit parce que l'ANSSI a besoin qu'on relaie un certain nombre de sujets au travers de publications qu'on produit, soit tout simplement pour pouvoir aussi mettre en valeur les travaux de nos membres et pour qu'on puisse faire connaître et avoir une chambre d'écho de ces différents travaux. Voilà, et je te laisse la parole effectivement Jean, parce que je pense que tu peux compléter. Oui, c'est une excellente transition. Merci Olivier. Donc, vous inquiétez pas, hein, la pub sur le club, ça s'arrête vite. Hein. Vous n'êtes pas venu pour ça, j'en ai bien conscience. Juste quand même, vous retracez le cadre dans lequel ces travaux ont été faits et qui vont vous être présentés par Valentin. On a eu une initiative au club en septembre 2020. On a lancé ce qu'on appelait le collège, qui est ouvert à tous les membres, mais aussi à des non-membres. Et en fait, dans une association, le problème qu'on a, c'est qu'on a des bénévoles et des gens qui, en général, ont plein de boulot et qui ont du mal à travailler, à fournir du temps pour travailler sur des documents. Comment optimiser les choses? Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un groupe de travail. Il fallait nommer un responsable du groupe de travail. Ensuite, on mettait à peu près 3-4 semaines à structurer un document, tout ça toujours vide. Puis des semaines et des semaines avant de remplir un document. Un an plus tard, il ne se passait pas grand-chose. En général, on sortait peut-être quelque chose au bout de 2 ans. Donc, on a décidé d'inverser le sujet, en fait, et c'est le but du collège. C'est de dire plutôt que de partir d'une feuille blanche, on va partir de quelque chose qui existe. C'est-à-dire que la seule condition pour venir et être membre du collège des praticiens,
certes être utilisateur de la méthode BIOS, mais ça vous l'êtes tous, j'espère en tout cas. Mais c'est aussi d'avoir déjà fait quelque chose et d'arriver avec ce quelque chose sur la table. L'intérêt, c'est d'avoir autour de vous, du coup, une communauté qui va vous aider à compléter ce que vous mettez sur la table, à l'enrichir, à le valider, à éventuellement vous challenger. D'accord ? Et une fois que c'est fait, votre nom sera sur cette publication. Alors, elle sera publiée par le club utilisera tous ses moyens pour publier ce que vous apportez, et votre nom ne sera pas oublié. Donc une valorisation aussi des travaux que vous apportez. Voilà. Et c'est dans ce cadre que, puisqu'on avait cette initiative-là, avec Valentin, on était les premiers à commencer le collège, et on a mis dans le collège, cet outil de matrice de Mitre. Juste un mot sur les publications 2020. On a 6 publications au sein du collège, dont la matrice, le sélecteur de techniques d'attaque que vous allez voir, mais aussi l'approche flash de la méthode EBIOS, où on fait une EBIOS RM en un atelier. Vous avez bien entendu, hein, un atelier pour faire une EBIOS RM. Et ça, c'est Paul chez Michelin qui l'applique, donc c'est réel, hein, et qui est venu l'apporter au sein du club. On a une étude EBIOS qu'on a faite, nous, sur le club. Il n'y a pas de raison de donner que des conseils, de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on l'a appliqué déjà à nous-mêmes, et d'essayer de voir ce que ça donne une EBIOS sur le club. C'est public, c'est publié. Et puis les mini-séquences qui sont animées par Mathieu Graal et qui sont d'une excellente qualité, une dizaine de mini-séquences de quelques minutes. Voilà, j'en ai fini. Je pense que ce qui est important, c'est ce que va nous dire Valentin, et vous êtes venus pour ça. Merci Valentin. Je te laisse faire le début. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là et merci pour l'invitation aux assises. Donc, rapidement, d'où est née l'approche ? L'approche est née d'un premier constat, en fait, qui est le fait d'arriver lors de l'atelier 4. Donc, l'atelier 4, pour ceux qui ne sont pas trop initiés à EBIOS, hein, c'est la synthèse des scénarios opérationnels, donc des modes opératoires d'un attaquant pour réaliser un événement redouté, un objectivisé. Donc, la question, c'est comment passer de scénarios stratégiques à des scénarios opérationnels. De base, un utilisateur de la méthode va utiliser son expérience, sa réflexion et ses connaissances. Ce n'est pas forcément suffisant, et l'idée, c'était d'utiliser une base de connaissances pour appuyer cet atelier. La base de connaissances qui a été choisie, ça a été celle du Mitre. Donc on utilise ce référentiel, ainsi qu'un outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est ce qu'on a appelé, pas très de façon sexy, on va dire, le sélecteur de techniques du Mitre. Vous allez voir, c'est assez utile. Donc l'outil, en fait, c'est une base de travail pour trouver des chemins opérationnels. Ce n'est pas du tout en remplacement de la réflexion de l'utilisateur de la méthode. Mais en gros, les avantages de cet outil, déjà, c'est que par rapport au Mitre, il a été traduit dans l'anglais technique. Il fournit des briques élémentaires pour pouvoir créer des scénarios opérationnels. Et il a été un petit peu plus épuré, on y reviendra. Un rappel sur EBIOS RM, et du coup sur l'application d'attaque dans le schéma EBIOS RM. L'idée, ça va être de prendre les résultats des premiers ateliers. Donc, on est sur l'atelier 4, hein, donc on va s'appuyer des premiers ateliers qu'on réalise en amont. Ces premiers ateliers, en fait, ils vont nous servir d'input pour paramétrer notre outil et aussi pour axer notre réflexion. Donc l'idée, hein, c'est bien ce qu'on disait, c'est de faire des scénarios opérationnels qu'on peut estampiller Mitre, donc grâce à ce sélecteur de techniques. Vous inquiétez pas. Ça marche. Vous inquiétez pas, il y a plein de mots savants, pour ceux qui ne connaissent pas EBIOS RM, il peut être un peu perdu. Vous allez voir, c'est en fait assez simple. J'aime beaucoup mon jargon, désolé. Il y a aussi une application qu'on ne traitera pas aujourd'hui, c'est l'application du Mitre dans les mesures. Ce ne sera pas l'objet aujourd'hui. Donc cet outil, présentons-le. Un premier point, un rappel sur le référentiel du Mitre. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont familiers justement avec ce référentiel, donc le référentiel attaque du Mitre? Je vois quelques mains levées au fond. Voilà, d'accord. Ah, ça fait pas mal de monde déjà. Ok. Bon,
Ça sera des rappels pour vous, ça sera une présentation succincte pour les autres. Donc, attaque pour le MITRE. Attaque du MITRE, c'est une base de connaissances de techniques, tactiques et procédures. D'accord ? Donc, c'est des bases de connaissances d'action élémentaire, si on veut. C'est comment un attaquant va réaliser telle ou telle action malveillante. Ça se découpe, on va dire, en 3 principales briques. Donc, les briques de domaine, de tactique et de technique. Il y a une hiérarchie entre ces briques et rapidement, donc les domaines, ça va être le périmètre d'applicabilité de nos techniques. Donc un domaine, c'est par exemple le domaine, une flotte mobile ou un SI industriel. Pour nous, ça sera le SI entreprise, donc enterprise. Ça correspond à des SI bureautiques ou métiers, qui soient on-premise ou cloud. Dans ces domaines, un domaine comporte plusieurs tactiques. Une tactique, en fait, c'est une étape de chaîne d'attaque, comme on pourrait le voir dans le guide de la méthode, sur les 4 étapes de l'ANSSI qui sont connaître, entrer, trouver. Donc ces tactiques, on va dire, ça va répondre à la question pourquoi, quand, à quel moment de l'attaque, de la compromission. Et enfin, le cœur du référentiel, les briques atomiques, j'ai envie de dire, du référentiel, ce sont les techniques et les sous-techniques. Qui sont en fait, qui vont répondre à comment, concrètement, comment je fais pour réaliser une action malveillante et qu'est-ce que j'obtiens, le quoi. Donc il y a une hiérarchie, on peut voir ça un peu comme un modèle objet, mais en gros l'idée c'est qu'on part d'un haut niveau d'abstraction à un haut niveau de spécificité au fur et à mesure qu'on descend dans le référentiel. Ok, le référentiel c'est bien joli, qu'est-ce qu'on a fait sur l'outil? Donc l'outil, comment il se présente? Il se présente comme ceci. En fait, pour l'instant, c'est un fichier Excel composé de 2 onglets principaux avec lesquels va interagir l'utilisateur. Un onglet de questionnaire qui va permettre de filtrer notre base de connaissances en fonction de notre contexte d'étude. Et un onglet qu'on voit un petit peu derrière, on y reviendra, un onglet qu'on a appelé vision matricielle de résultats. L'intérêt de ce format-là, c'est que c'est sous Excel, donc bon, il n'y a pas d'installation nécessaire outre la suite Office. Il est gratuit, il est libre et il est modifiable. C'est poussé par le Club Abios, donc sous les Creative Commons, et il est basé sur le référentiel attaque, qu'on a épuré, mais j'y viens de suite. Comment est-ce qu'on a construit l'outil? Je sais, hein, on va arriver au scénario opérationnel, je vous le promets. Comment est-ce qu'on a construit l'outil? C'est intéressant parce que ça s'inscrit un petit peu dans la thématique des assises. En fait, pour ceux qui connaissent le MITRE, hein, j'ai vu beaucoup de gens lever douloureusement la main. Pour ceux qui connaissent bien le MITRE, on a affaire à un référentiel assez détaillé, assez exhaustif. Il est très difficile il est très difficile. Il paraît difficile de le manipuler de façon brute. Notamment pour certains points. Le premier point, c'est qu'il présente une kill chain, une chaîne d'attaque assez détaillée. On passe de connaître, entrer, trouver à 14 étapes d'attaque. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un lien entre ces 14 étapes et les étapes de l'ANSSI dans le guide de la méthode. De plus, on a un ensemble de techniques assez exhaustif. 185 techniques d'attaque, sachant qu'une technique peut avoir entre 0 et 10 sous-techniques. En moyenne, vous pouvez faire x2 pour avoir le nombre d'entrées du référentiel attaque. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait une sélection sur ces techniques pour identifier 66 techniques qu'on considère comme les plus adaptées à de l'analyse de risque et les plus vraisemblables, on va dire, les plus pertinentes. Si tu me permets, c'est là aussi la valeur ajoutée du collège. C'est-à-dire que le collège a permis que des experts se rencontrent et leur retour d'expérience ont donné cette sélection de 66 techniques. Ce n'est pas l'avis d'une personne. Non, ça a été challengé plusieurs fois, comme ce que je vais présenter à la fin. Mais entre-temps, il y a aussi pas mal d'attributs, pas mal de champs, pas mal de relations sur les techniques qui ne sont pas forcément utilisables dans de l'analyse de risque et qui ne sont pas forcément aussi discriminantes entre techniques. Donc un effort du collège, ça a été aussi de définir de nouveaux attributs qui ne sont pas dans le référentiel du MITRE, mais en gros de qualifier les techniques selon certains critères
Donc c'est des critères de cible ou de ressources à employer, on verra ça plus tard, qui permettent de différencier les techniques de façon un petit peu plus discriminante. Et enfin, ce dont je parlais précédemment, c'est ce vocabulaire assez technique. Le référentiel attaque n'est pas forcément à la portée de n'importe qui, c'est plutôt sur un public assez technique. Donc on a une volonté en fait de traduire déjà en français pour que ce soit facilement plus abordable et de l'imager et de l'illustrer. Quand je dis imager et illustrer, c'est par des mots. Donc voilà, l'idée c'était de passer d'un référentiel complet et lourd à manipuler en l'état à un référentiel exploitable par une majorité des utilisateurs EBIOS. Pardon, je vais y arriver. L'idée aussi sur le Back to Fundamentals, c'est la philosophie de l'outil. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Par exemple, prenons un cas simple où un utilisateur essaye d'accéder, un utilisateur accède à un serveur web ou à une application web, et on va considérer un cas où un attaquant externe qui est motivé par le défi veut attaquer ce système-là, cet objet d'étude-là. Il cherche à faire de l'altération, donc il cherche à faire soit du défacement, soit de l'altération de processus. Comment est-ce qu'il va faire ? Quelle technique il va employer ? Quelle technique il peut employer au sein du MITRE ? Si je prends des techniques au hasard dans le référentiel, alors vous allez voir qu'elles ne sont pas tout à fait au hasard, je vais identifier plusieurs points de blocage. Et ces plusieurs points de blocage, on a essayé d'y répondre de la manière suivante. La première idée, c'était de réduire les choix au sein de la matrice, au sein du référentiel, au plus adapté selon 3 critères. Le premier critère, c'est l'objet d'étude. L'objet d'étude, donc, quel techno va être exploité par ce qu'on analyse. Typiquement, si je regarde la première technique, usurpation de compte cloud, ici, ça ne va pas m'intéresser, parce que ce n'est pas quelque chose qui est exploité par mon objet d'étude. Le deuxième point, ça va être quelle source de menace on considère. Est-ce qu'un attaquant va être plus enclin à utiliser une technique que l'autre, ou est-ce qu'un attaquant ne va pas pouvoir employer certaines techniques ? Typiquement, si je prends un attaquant qui est motivé uniquement par le challenge, on ne va pas s'imaginer qu'il va être capable de mettre en pratique des gros moyens. Donc, est-ce qu'un attaquant motivé par le challenge va mettre en place un schéma où il va aller compromettre la supply chain de mon système ici sur de l'hardware ? On n'y croit pas. Ce n'est pas quelque chose qui semble vraisemblable. Et enfin, le dernier critère, ça a été les cibles de l'attaquant. Qu'est-ce qu'il va viser dans le système qui vont lui permettre d'arriver à son objectif visé ? Les cibles, par exemple, est-ce que dans ce schéma-là, je vais aller attaquer le registre du poste utilisateur pour trouver des authentifiants ? A priori, ça ne me paraît pas forcément utile. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de l'outil. Et donc, on voit que en fait, l'idée, c'est de sortir toutes les techniques inadaptées pour pouvoir se concentrer vraiment sur les techniques qui vont s'appuyer, qui vont s'inscrire dans notre objet d'étude. Donc maintenant, cet outil, on l'a bien présenté, utilisons-le. On va se placer dans ce cas d'étude suivant. Donc, on considère une association d'experts de la sécurité et systèmes d'information qui présente un forum des membres. Toute ressemblance avec un cas réel serait purement fortuite. On considère le scénario stratégique suivant. Un attaquant donc, teste ses capacités. Et dans ce scénario stratégique, il va chercher à attaquer le forum des membres pour faire soit du rançon logiciel ou du crypto-verrouillage, ou il va chercher à nuire à l'image des membres en postant des informations calomnieuses ou en modifiant des informations du forum. Dans ce scénario stratégique-là, on va prendre le chemin d'attaque supérieur. Le cyberattaquant passe par l'hébergeur pour attaquer le forum des membres. Comment est-ce que je paramètre mon outil ? Mon outil, en fait, donc je vous l'ai dit, il se présente en plusieurs onglets. Le premier onglet qui va porter sur les 3 critères de sélection dont je vous ai parlé précédemment, donc les cibles, ensuite les technologies et ensuite
les ressources employables par l'attaquant. Est-ce que mon attaquant va avoir des ressources importantes? Est-ce qu'il va aller cibler un annuaire? Est-ce que le système exploite de l'Azure? A priori, donc ici je l'ai préfiltré, hein, mais du coup, ici on va considérer donc l'humain, le système, le réseau, la base de données, le web, sur des technologies uniquement Windows et Linux pour un attaquant qui peut employer des ressources moyennes. Hop. Donc une fois qu'on génère ces résultats, on va filtrer notre matrice, on va filtrer notre référentiel, et on va l'obtenir dans le deuxième onglet, qui est l'onglet de vision matricielle. Donc cet onglet de vision matricielle, c'est marqué sur vos plaquettes qui vous ont été distribuées à l'entrée. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir se balader dans ce référentiel et d'afficher les différentes informations de chacune des techniques. Donc la description, les critères qui m'ont permis d'obtenir cette technique, donc les cibles, les technologies et les ressources qu'il faut employer, les ressources minimales à employer pour réussir ces techniques, et éventuellement les sous-techniques si elles en présentent. Donc ça va être vraiment mon interface d'utilisation, mon interface de sélection de mes techniques. Donc repassons à la présentation. Ici, je place ma source de menace, je place mon objectif visé. Le cyberattaquant va chercher à faire de l'altération des données. La question que je vais poser, ici je vais me concentrer sur l'OV. Comment réaliser l'altération des données? Donc c'est pas comment je vais réaliser, quel chemin je vais emprunter pour aller faire de l'altération des données. C'est vraiment quelle action élémentaire je fais pour réaliser de l'altération de données. L'idée, c'est que si je reprends donc, mes 14 tactiques du MITRE, donc mes 14 étapes de chaîne d'attaque qui ici ont été représentées en fonction des 4 étapes de l'ANSI, où est-ce que je me trouverai dans cette chaîne d'attaque? Si je réfléchis un petit peu, je vais me trouver plutôt en phase exploitée. Je vais être ici sur de l'impact, c'est de l'altération de données, donc c'est vers ça que je vais m'orienter. En effet, ici on parle de l'action concrète, comme je le disais, pour réaliser l'action, et donc c'est dans impact exploité. Donc, je suis allé un petit peu vite, excusez-moi. Ici, je vais chercher mon exploité, ma colonne d'impact, et je vais regarder ce qui va m'intéresser dans cette colonne-là. D'accord ? Donc je regarde un petit peu. Ici, la première entrée que j'ai, c'est altération, destruction des données. Bon, super, ça me convient, donc ça, je vais le retenir. Déni de service, est-ce que je vais le retenir? A priori, non. On parle d'altération, détournement de ressources non plus, arrêt, redémarrage système. Bon, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Corruption de firmware, pourquoi pas, mais non, en fait, on parle des données métiers, donc on ne va pas parler du système. Et là, en fait, j'ai manipulation de données. Ok, je vais sélectionner ces deux techniques et je vais les identifier dans mon scénario de menace. Et je les place à côté de mon objectif visé. Maintenant, la question, c'est comment réaliser ces actions élémentaires. Et c'est comme ça que je vais dérouler en fait mon scénario d'attaque. Donc à votre avis, comment je réalise l'altération, la destruction des données? Alors déjà, de quoi on parle? Altération, destruction des données, c'est très large. Donc, vous voyez, c'est une technique du MITRE, elle n'est pas forcément autoportante en l'état. Donc l'idée c'est, ok, je vais voir mon altération, destruction de données. De quoi ça parle? Ici, un adversaire cherche à chiffrer un donné sur un maximum de systèmes ou dans un réseau afin d'altérer leur intégrité. Donc on est sur un schéma crypto-verrouilleur. Donc je repose la question, qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser un crypto-verrouilleur? Qui pense que c'est d'en connaître? À main levée. Personne, ok. Qui pense que c'est d'en trouver? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est d'en rentrer? 1, ici, 2, 3, 4, ok. Donc a priori, ce serait d'en rentrer. Donc oui, en effet, c'est bien d'en rentrer. Dans quelle phase on se trouve? On se trouve dans de l'accès initial, dans de la persistance? Est-ce qu'on se trouve dans de l'exécution? A priori.
Selon vous, ce serait plutôt accès initial? Exécution? Exécution? Marie-Céla dit exécution. Ok, bon, Marie-Céla, D'accord. je vais écouter Marie-Céla. En effet, c'est dans exécution, hein. On peut considérer toutes les réponses. A priori, on est sur une phase de rentrée exécution. Et là, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose qui est assez compliqué, dans le sens où, oui, mais je suis en train de faire de l'exécution, j'ai envie de dire que c'est plutôt de l'exploitation. Donc, au terme de l'ANSSI, j'ai envie de le placer dans exploiter. Ben, en effet, mais en gros, il y a des techniques qui vont rentrer dans plusieurs tactiques au sein du MITRE. Et il y a des tactiques, donc les étapes du MITRE, qui peuvent parfois répondre à plusieurs étapes de l'ANSSI. Ici, on les a séparées juste de façon successive, mais en effet, on est bien sur la phase d'exécution. On passe à la suite. Donc en effet, hein, on parle d'exécuter un rançon logiciel, crypto-verrouilleur, et on est bien sur l'étape d'exécution. Donc je place mon action élémentaire. Et maintenant, je vais continuer. Alors, on va un petit peu alterner. Hein. On va passer sur la suite. On va passer, sur la partie base du scénario opérationnel. Manipulation des données stockées et des fichiers de données. Ok. Alors, je regarde rapidement. Manipulation des données. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je sélectionne ma technique. Je regarde les différentes informations que j'ai. Alors, manipulation de données. Ok. Donc, un adversaire peut insérer, effacer, altérer des données afin de cacher une activité ou d'en altérer le reporting. Ok. Donc, là, concrètement, en fait, la différence avec la précédente qui était altération de données, c'est concrètement abuser de fonctionnalités utilisateurs pour modifier des données. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il me faut pour abuser de fonctionnalités utilisateurs? Quelle est mon étape précédente? De quoi j'ai besoin pour utiliser une fonctionnalité de l'utilisateur? Est-ce que j'ai besoin d'une tactique qui va être d'en connaître? Non, a priori. Est-ce que je vais être d'en trouver? D'en trouver? Rapidement. Eh bien non, malheureusement. Je ne vais pas être d'en trouver. Alors, je serais intéressé par savoir la réflexion après. D'autres questions? Est-ce que je vais être dans exploiter? Est-ce que je vais être dans rentrer? Rentrer? Rentrer, admettons, ok. Dans rentrer, qu'est-ce que je pourrais trouver? Qu'est-ce qui pourrait me permettre? Alors, élévation de privilège, ça veut dire que j'ai déjà un compte utilisateur et je cherche à en avoir un qui a des droits plus élevés. Alors, en effet, on aurait pu le voir comme ça. Le problème, c'est que là, je ne parle pas des droits particuliers de l'utilisateur. Ok, en effet, hein, si j'ai un compte administrateur sur le forum, je vais pouvoir beaucoup plus faire d'impact que si j'avais un compte utilisateur. Ici, en fait, ce vers quoi je voulais vous amener, c'était sur l'accès initial. De quoi j'ai besoin pour avoir donc la possibilité d'utiliser une fonctionnalité utilisateur, ben, c'est un accès utilisateur. Donc c'est vers là où je voulais vous amener. Par contre, élévation de privilège, je suis d'accord qu'en fait, ça aurait pu totalement rentrer dans le cas d'étude ici. Mais j'ai 45 minutes, donc je suis désolé. Donc en effet, le but était de détourner et abuser un accès légitime. Donc phase d'accès initial. Ici, je vais placer donc mes briques de phase d'accès initial. D'abord, il faut que j'aille les trouver. Donc ici, on a dit qu'on était dans rentrée, dans l'accès initial. Ok, je vais chercher qu'est-ce qui va m'intéresser dans l'accès initial. Alors, compromission de la chaîne d'approvisionnement. Non, j'ai pas envie. Phishing, oui, pourquoi pas. Utilisation frauduleuse d'un accès distant. Ça m'intéresse. Je suis un attaquant externe, utilisation frauduleuse d'un accès distant, ça m'intéresse. Donc ça, je pense que je vais le conserver. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai encore? Propagation de malware via clé USB, non. Bon, on la retrouve aussi dans latéralisation. Usurpation de compte. Ben, ça, typiquement, c'est ce qui m'intéresse, l'usurpation de compte. On va parcourir rapidement la suite. Compromission de la navigation, donc bon, technique du point d'eau, c'est pas ce qui m'intéresse. Et rebond sur un partenaire de confiance. A priori, non, là, on est sur directement utiliser un compte.
Donc je retiens ces deux techniques. Donc ici, usurpation de compte et utilisation frauduleuse d'un accès distant. Je vais passer rapidement sur la suite, alors pas rapidement, hein, mais je vais pas à chaque fois vous reposer toutes les questions. Maintenant, remontons. De quoi j'ai besoin pour exécuter un script malveillant? Un petit indice, l'idée c'est soit de détourner un accès légitime et d'aller exécuter quelque chose sur la machine, là on est vraiment sur le système du serveur, soit s'affranchir d'un accès et faire lancer un script. Okay, donc pour l'instant on ne va pas se reposer la même question, puisqu'on a déjà identifié ces actions élémentaires, on pourra les réutiliser plus tard dans notre scénario opérationnel. Donc la question c'est de quoi j'ai besoin pour m'affranchir d'un accès et faire lancer le script. En gros, j'ai pas d'accès, comment j'exécute à distance sans accès. Donc l'idée ici c'est faire de la latéralisation ou de l'exécution tierce. Donc je regarde ici mes phases, mes étapes de chaîne d'attaque. Donc ici j'ai latéralisation. Ici, j'ai exécution, et je vais regarder là-dedans, ici, et je vais regarder là-dedans ce qui m'intéresse. Donc, latéralisation. Propagation d'un malware via USB. Je n'ai pas accès au système, a priori, j'y crois pas. Exploitation de dispositifs de partage entre un système compromis et un système cible. Donc ça veut dire que le prérequis, c'est que j'aurais infecté une autre machine qui discuterait avec la machine qui m'intéresse. Et ça, bon... Quand on l'identifie comme ça, on peut se dire oui, mais en fait, si j'ai besoin d'avoir, si j'ai déjà une machine infectée ailleurs, ça veut dire que j'ai déjà pénétré dans le système. Donc on peut penser qu'on va tourner en rond, mais je vais vous montrer que grâce à la base de connaissances du MITRE, on va pouvoir retomber sur nos pattes. Donc je vais conserver cette technique-là, et dans exécution, je vais regarder exécution d'un script malveillant, non, j'ai pas accès au système, donc c'est pas possible, je peux pas exécuter un script malveillant. Exploitation de la naïveté de l'utilisateur. Donc là, l'idée, c'est, j'ai un infogérant, j'ai une personne côté hébergeur qui accède à la machine et qui ferait tourner le script sur cette machine en exploitant sa naïveté. Donc je vais conserver ces deux idées-là, qui sont latéralisation donc, ou exécution à distance, exploitation donc, de dispositifs entre un système compromis et un système cible, et exploitation de la naïveté de l'utilisateur. Maintenant, on va repartir rapidement en bas. Donc, comment faire de l'usurpation de compte? Comment faire de l'utilisation frauduleuse d'un accès distant? Ici, on est toujours sur du vol ou de la récupération d'authentifiants. Donc là, on va être sur plusieurs techniques à la fois. On va être sur connaître, rentrer et trouver. Donc, toutes ces réponses sont des réponses qui vont nous intéresser. Alors, trouver, je n'ai pas eu la place de le mettre dans le slide, je suis désolé. Donc, c'est une bonne réponse, en effet, mais on va pas identifier des phases de trouver pour l'instant. Mais en effet, hein, ça m'intéresse totalement. Récupération d'authentifiants, oui, je récupère des authentifiants, j'ai accès à un compte utilisateur. Mais en gros, ce qui va m'intéresser d'en connaître, ça va être de la reconnaissance. Ce qui va m'intéresser d'en rentrer, ça va être tout ce qui va être dans l'accès initial. Pourquoi? Parce que si je regarde un petit peu mes techniques ici, dans l'accès initial, je vais avoir le phishing. Le phishing, c'est typiquement ce qui va me permettre d'obtenir mes authentifiants. Tout ce qu'on considérait ici sur récupération d'authentifiants, c'était le fait d'employer une technique, on va dire, active, sans réponse de l'utilisateur, pour obtenir des authentifiants. Donc c'est soit aller taper dans des magasins classiques, dans des stores classiques de mots de passe, soit aller faire du brute force. C'est des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'exploiter la naïveté de l'utilisateur, il n'y a pas besoin d'action tierce. Donc ce qui va m'intéresser ici, ça va être... donc récupérer les authentifiants, ça on l'a déjà vu, le phishing et la récupération, la recherche d'authentifiants de les victimes.
Donc ça, c'est récupération de recherche et d'authentifiant des victimes, c'est ce qui est dans connaître. Et ça va être typiquement le fait, par exemple, de récupérer des dumps d'authentifiants suite à des compromissions tierces et de réutiliser les mots de passe en se basant sur le fait que l'utilisateur va éventuellement utiliser le même mot de passe partout. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'on va aller chercher notre scénario opérationnel. Donc par phase successive en se demandant, ok, donc je veux réaliser une action élémentaire ou je veux réaliser un objectif visé, de quoi j'ai besoin avant? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Quels sont les prérequis en fait pour réaliser mon action élémentaire? Et donc ici, si on redémarre, donc exploitation de dispositifs de partage entre système compromis et un système cible. Donc ça, c'est le fait de faire de la latéralisation. De quoi j'ai besoin pour faire de la latéralisation? Eh ben, j'ai besoin en fait d'avoir compromis l'hébergeur au préalable. Et on se dit, mais là, c'est le serpent qui se mord la queue. On me dit que j'avais pas d'accès à l'hébergeur. Donc pourquoi maintenant je pourrais y avoir accès? En fait, ça c'est parce qu'il faut malheureusement un petit peu manipuler les tactiques du Mitre, donc la chaîne d'attaque du Mitre, et savoir que dans la préparation des ressources, il y a des choses qui peuvent nous intéresser et des choses qui vont être des compromissions préalables. Donc, en fait, depuis le raccrochement du Mitre de ces deux tactiques, qui sont reconnaissance et préparation des ressources, ça nous permet d'ajouter, on va dire, les aspects de l'écosystème qu'on retrouve dans les bio-CRM. Le fait qu'on ne peut pas mettre des mesures partout, et quand on considère un système, ben, il y a des parties prenantes sur lesquelles on n'a pas d'action, et du coup, ces techniques-là répondent justement répondent aux périmètres sur lesquels on n'a pas d'accès. Donc là, en gros, cette technique veut dire ok, je pars du fait que je peux avoir une compromission des biens support tiers pour outiller des différentes phases d'attaque. Et je crois que je suis allé un petit peu vite d'ailleurs. Oui. Ok. Je crois que j'ai bien fait d'aller un petit peu vite. Donc voilà, l'idée c'était sur cette phase connaître, donc d'identifier le fait qu'on pouvait compromettre des choses tierces qui ne sont pas du périmètre de l'objet d'étude, comme on pouvait collecter des informations depuis des ressources, donc faire de l'OSINT, ou faire de l'OSINT ou pouvoir récupérer des informations via du phishing. Pardon, excuse-moi. Donc ici, en fait, on constate sur notre création du scénario opérationnel qu'en haut, on va avoir du cyberattaquant vers l'objectif visé, une réflexion plutôt red team. Et nous, la réflexion qu'on a employée ici, c'était une réflexion plutôt blue team. Donc, construction par l'outil, on part de l'objectif visé, on va vers le cyberattaquant, à l'inverse de la réflexion du cyberattaquant. Rapidement, parce qu'il me reste 5 minutes, ce qu'il faut retenir. Donc, cet outil, on vous le rappelle, il est public, vous pouvez le trouver sur le club. Il est en version 1.01 pour l'instant, il sera amené à être modifié. Mais l'outil de base n'a pas vocation à se substituer à la réflexion d'un utilisateur et bio-CRM. On n'est pas là pour arriver, mettre des filtres, appuyer sur un bouton et obtenir des scénarios d'attaque. C'est pas comme ça qu'on a voulu penser l'outil. L'outil, c'est quelque chose qui permet d'avoir une première base de connaissances pour outiller la réflexion de l'utilisateur lors de l'atelier 4. Et la volonté, c'était qu'il soit à la portée de tous, bien évidemment. Il permet de filtrer aussi cette base d'attaque selon un contexte particulier, de s'adapter à un objet d'étude. Et enfin, l'outil peut être utilisé uniquement comme aide à la réflexion. On n'a pas besoin d'utiliser l'outil pour se dire « Ah, je vais faire des scénarios opérationnels estampillés Mitre, ça va être génial ». Non, en fait, c'est juste pour avoir une première base de connaissances. On a pris le Mitre, comme on aurait pu prendre un autre référentiel. C'est vrai qu'actuellement, le Mitre, c'est quelque chose d'assez sérieux et qui parle aux gens de la sécurité. Mais le but, c'est pas
de faire des scénarios opérationnels Mitre. Le but, c'est de faire des scénarios opérationnels. Donc un exemple, hein, nous de notre côté, quand on utilise ce référentiel et cet outil, on ne va pas forcément afficher des résultats, des livrables qui expliquent T1547, altération du système pour une exécution automatique. Non, on va juste dire mise en place d'un rootkit sur le serveur de traitement. Mais c'est quelque chose qu'on va avoir identifié grâce à cette méthode et grâce à cet outil. Je vous remercie pour votre attention. Donc vous pouvez rejoindre le club EBIOS, on vous encourage, hein, le club EBIOS c'est bon, mangez-en. Et juste rapidement, je voulais aussi dire merci donc, à notre groupe de travail au sein du Collège des praticiens, donc, que je vous affiche ici, donc Ludovic, Laurent Dumousseau, Laurent Yakoussi, Georges Hanard, Émilie Quette, Sarah Loussaïef, Jean Olive, bien sûr, et Ayoub Saba. Merci à vous.